Bienvenue à tous. Beaucoup d'Africains ont suivi avec intérêt la présidentielle française, partagée entre soulagement de l'échec de l'extrême droite et continuité d'une relation qui fait l'objet d'une remise en cause sur le continent. À l'arrivée, Emmanuel Macron rempile, mais les défis qui l'attendent sur les relations Afrique-France sont nombreux. Plusieurs chefs d'État africains ont félicité le président Emmanuel Macron pour sa réélection. L'Union africaine appelle à l'établissement de relations rénovées et mutuellement avantageuses entre la France et l'Afrique. Lors de son premier mandat, Macron avait promis un nouveau type de rapport avec l'Afrique. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel, avec notamment le bras de fer avec Bamako ayant conduit au retrait de la force Barkhane. La démocratie, la France-Afrique, le franc CFA, les relations entre Paris et l'Afrique continuent de faire débat. Alors, quel avenir sur les rapports entre l'Afrique et la France durant le second quinquennat de Macron? Réponse avec nos invités. L'Afrique a été la grande oubliée de la campagne électorale lors de la présidentielle française. Pour autant, le continent sera au cœur de la politique étrangère de la France pendant le nouveau quinquennat du président Emmanuel Macron. Mariage de raison ou d'amour, l'Hexagone et l'Afrique n'ont aucun intérêt à arrêter la conversation. Les précisions de Jean-Roger Bion. Les dinosaures de l'ancien précaré en Afrique, sitôt les résultats du second tour de la présidentielle proclamés, ont sacrifié au rite des félicitations, caractéristiques des relations privilégiées entre Paris et les capitales africaines. C'est donc chaleureusement notre hebdomadaire Jeune Afrique que le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara ont félicité le réélu. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba et le Nigérien Mohamed Bazoum ont qualifié cette réélection de brillante. Pour le citoyen africain lambda, pas de gros espoir de changement, mais le choix entre Macron et Le Pen semblait plus qu'évident. Pour moi, il n'y aura pas de changement. Ce sera une continuité, sauf maintenant si nos dirigeants, nos chefs d'État veulent en fait tirer beaucoup plus de profit du côté de la France, de les négocier, renégocier les contrats. Emmanuel Macron rempile donc pour 5 ans, la classe dirigeante applaudit, mais c'est tout autre chose au niveau des classes populaires. De Bangui à Alger en passant par Bamako s'érige comme un mur rampant, ce que les dirigeants dans l'ancienne métropole colonisatrice qualifient de sentiment anti-français. Face aux différents coups d'État au Tchad, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, le président Emmanuel Macron aura fort à faire pour gagner le combat de la cohérence entre les discours et les actes. Le chef de l'État français doit s'atteler à achever le retrait des militaires français du Mali dans un contexte d'hostilité croissante et de tension avec les mercenaires russes de Wagner. Avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, non, Poutine n'est pas un exemple. Poutine ne peut pas être la lumière pour l'Afrique. Au contraire, si nous empruntons, ne plaise à Dieu, la voie qu'il s'est choisie en Russie, on va traverser une longue nuit. Au chapitre des succès, il faut reconnaître au premier président français, né après la décolonisation, les efforts de réchauffement entre Paris et Kigali. Il a multiplié les efforts pour apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie. Paris a aussi pris les devants pour la réforme du franc CFA. Il a acté par ailleurs sur la restitution d'œuvres d'art et l'organisation d'un sommet inédit Afrique-France qui a privilégié la société civile où des jeunes Africains l'ont apostrophé dans un dialogue sans concession. Somme toute, les Africains réclament la démocratie et le respect des droits humains en Afrique, tout en souhaitant que l'on enterre définitivement les réminiscences de la France-Afrique. Les conséquences du conflit en Ukraine, qui a montré les difficultés de l'Occident à rallier le reste de la communauté internationale à sa stratégie d'isolement de la Russie, pourraient également rebattre les cartes des alliances, surtout en Afrique. Merci beaucoup Jean-Roger. Et à présent, nos invités pour le débat de notre studio à Paris, Niagale Bakayoko. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Toujours dans la capitale française, nous avons Elhadji Souleymane Gassama, Elgas. Vous êtes journaliste, sociologue et auteur.
Et enfin, à Bruxelles, dans notre studio à Bruxelles, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Alors, merci à tous d'être avec nous. Je commence avec vous, Niagalé. Alors, ces 5 dernières années ont probablement été parmi les plus tumultueuses dans les relations entre l'Afrique et la France. Et pourquoi, malgré cela, beaucoup sur le continent semblent exprimer un sentiment de soulagement de savoir que Marine Le Pen ne sera pas la présidente de la France? Tout simplement parce que je pense que sur le continent africain, on se rend compte de la pensée, de l'idéologie extrémiste et extrêmement rejetante vis-à-vis de la venue en France des Africains, qui est celle défendue par Marine Le Pen. Cela dit, des relations ambiguës du Front National, devenu Rassemblement National, ont pu exister aussi avec certains régimes africains. Ce soulagement est effectivement aussi imputable au fait que l'on voit très bien une polarisation qui est en train de se faire jour sur le continent entre certains qui sont favorables à des puissances dont justement Madame Le Pen peut se sentir proche et d'autres plus sensibles à la rhétorique occidentale. Elgas, Emmanuel Macron avait promis beaucoup de choses, notamment lors de son fameux face-à-face avec les étudiants à l'université de Ouagadougou en 2017. Il a parlé de la refondation des relations entre l'Afrique et la France. On a plutôt assisté à une montée du sentiment anti-français sur une bonne partie du continent. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de manque de volonté, effectivement, du côté d'Emmanuel Macron. Entre une incapacité et une impuissance, je veux dire, Macron se trouve héritier d'un passif qui est trop lourd, je crois. Et je pense que pour la suite de nos discussions, il est important de poser un peu le cadre, de faire un peu la généalogie de ce sentiment anti-français. C'est qu'aussi loin qu'on remonte, tout acte de colonisation, j'ai envie de dire, de domination et d'expropriation, suscite un rejet. Et ça a été le cas avec les résistances africaines très premières aux aventures coloniales. Et la période des indépendances a aussi vu émerger un rejet qui était de nature intellectuelle et politique de la structure de la domination coloniale. Et tout ce qui a suivi après a été aussi de l'ordre dans les arts, dans la littérature, au sein de la population. Il y a toujours eu un rejet de ce qui est devenu en quelque sorte totémique, qu'on a appelé un peu la France-Afrique, ce réseau, ces canaux obscurs où transitaient encore une fois les relents de la colonisation. Ce qui est nouveau depuis les années 2000, c'est que s'agrège à cette légitime défense face à une agression, à cette expropriation de souveraineté, s'agrègent des agendas un peu nouveaux à la faveur des bouleversements géopolitiques que l'on voit, de la recomposition des blocs et dans leur concurrence. Et ce que l'on voit, c'est un activisme maintenant qui essaie de jouer sur cette fibre-là. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Emmanuel Macron a posé plusieurs jalons, il a montré de la bonne volonté. Et si on regarde ses deux prédécesseurs, pour ne pas aller très loin, Sarkozy avait proposé un nouveau pacte à l'Afrique, un pacte qui a été foulé, on va dire, dès son énonciation en quelque sorte par le fameux discours de Dakar, dont on se rappelle très très bien. Et ensuite, on a eu Hollande. Hollande, il sera associé à l'opération Serval pour arrêter les djihadistes et leur avancée vers Bamako. Macron arrive et trouve justement ce passif-là qui est très lourd. Il essaie, à travers des initiatives qui ont été d'ailleurs saluées comme innovantes, à travers un corps à corps avec les opinions qui a été trouvé parfois brillant, viril, et pour ses détracteurs complètement dans la communication, il se trouve héritier d'un passé qui n'a pas été assez soldé et des deux côtés. D'accord. Quelles sont les responsabilités locales? Quelles sont les responsabilités exogènes? Je pense que c'est le cœur de la question et c'est cette complexité-là qu'il faut essayer de défricher. Alors Henri, on l'a vu après Ouagadougou, Macron a essayé d'innover le format du sommet Afrique-France en conviant en octobre dernier les jeunes activistes du continent justement. Et là aussi, même les participants ont fait l'objet de vives critiques, à tort ou à raison en tout cas. Sommes-nous devant un mur alors au même moment un pays comme la Russie semble gagner le cœur d'une certaine opinion?
Non, vous savez, tout ce qui s'est passé et qui vient d'être décrit montre bien qu'en réalité, nous avons un chef d'État français qui souhaite beaucoup plus, j'allais dire, se démarquer de ses prédécesseurs par des initiatives innovantes. Mais en réalité, les fondamentaux restent les mêmes. Lorsque vous prenez, par exemple, le problème lié notamment au franc CFA, on voit très bien que, au-delà des annonces qui ont été faites, on a beaucoup plus affaire à une réforme administrative qu'à une véritable réforme monétaire. Ce qu'il faut aussi rappeler peut-être, c'est que les Africains plutôt, auraient plutôt tort de beaucoup attendre de cette élection, dès lors que celui qui vient d'être réélu a non seulement un agenda très précis, celui de promouvoir et de défendre les intérêts de la France, mais surtout de faire en sorte que la critique qui a émaillé son mandat, surtout ces dernières années, sur le continent africain, soit simplement atténué par des initiatives qui puissent d'une certaine manière ramener, j'allais dire, un peu de bonne volonté des deux camps. C'est son dernier mandat, il n'a absolument plus rien à perdre. Il prendra probablement des initiatives qui seront appréciées ou pas, mais le plus important, c'est qu'il prenne date avec l'histoire. D'accord. En tout cas, on évoquera cette question du CFA en seconde partie. Niagalé, vous travaillez beaucoup sur la question sécuritaire, justement, qui a dans le Sahel, par exemple, qui semble être un principal point de crispation. La France, sous Macron, a-t-elle ignoré les signes avant-coureurs ou lui fait-on un mauvais procès ? Alors, je pense que justement, cette crise sahélienne démontre l'importance d'élargir l'analyse au-delà des traditionnelles explications renvoyant à l'histoire et au passé colonial de la France. Bien entendu, dans les protestations actuelles contre la politique étrangère de la France, il y a ce fond de mémoire qui renvoie à l'époque de la colonisation. Mais rappelons-nous aussi, à l'inverse, de la façon dont les troupes françaises ont été accueillies en 2013 dans le cadre de l'opération Serval. Et que s'est-il passé entre cet enthousiasme initial et ce rejet qui a forcé la France à décider, sous la pression de la détérioration de sa relation diplomatique avec les autorités maliennes, mais aussi de l'animosité croissante de l'opinion publique du pays et plus largement de la sous-région, à se retirer. On s'aperçoit qu'un grand nombre d'erreurs stratégiques en termes de communication ont été commises par les autorités françaises elles-mêmes. Et je pense que simplement évoquer un fond de ressentiment anticolonial viendrait à les consisterait à les amenuiser en réalité. Il y a eu une grande méconnaissance de l'environnement d'intervention, avec notamment la très mauvaise compréhension des équilibres entre certaines communautés, notamment des équilibres avec les communautés du Nord. Il y a également eu cette promesse impossible à tenir en réalité, affirmant une supériorité technologique française qui n'a été que de très peu de secours dans cet environnement-là. Il y a également eu les deux poids, deux mesures que l'on a pu reprocher à la diplomatie française. Par exemple, dans le cas de ce qui s'est produit au Tchad, lorsque un comité militaire dirigé par le fils du président défunt, Idriss Déby, a pris le pouvoir, avec l'assentiment français, alors que les autorités françaises ont affronté de manière extrêmement ferme les autorités maliennes issues également d'un coup d'État. Au vu de tout cela, Elgas, est-ce que les troupes françaises peuvent rester dans la région dans ce contexte d'hostilité? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un problème de légitimité où la France est-elle victime d'une guerre informationnelle, comme elle le dit? Alors, juste pour préciser une chose, je pense que les causes ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Elles s'agrègent plutôt sur cette réalité-là qui est infiniment complexe. Et bien sûr, on n'est pas dans une dimension monocausale. Je dirais que sur la question de la légitimité et puis du sort des troupes françaises et de la présence globalement française au Sahel, il appartient d'abord aux pays africains d'en décider, j'ai envie de dire. Ce sont des pays souverains, ce sont des pays qui ont élu parfois à leur tête des gens qui ont la légitimité populaire. Et il appartient infiniment à ces États-là, qui sont des États souverains, en tout cas qui se pensent comme tels, de décider
de la nature de la relation qu'il voudrait entretenir avec la France. Parce que ce qui est en train de perler un tout petit peu dans les discussions, c'est laisser une certaine forme de prépondérance à la France, qui aurait une forme de discussion éternelle, de décision éternelle sur l'Afrique. Et il faut essayer de casser ce schéma-là. Et casser ce schéma-là, c'est explorer la nature de la relation. On a parlé d'asymétrie, on a parlé de méconnaissance du terrain. Et à ce titre, je rejoins ce que vient de dire Gnagale Bakayoko. Il y a un livre qu'il a raconté très très bien, c'est le livre de Jean-Paul Olivier de Sardan, qui écrit La revanche des contextes sur la méconnaissance des terrains et la complexité. Mais une fois qu'on dit ça, on ne dit pas tout, on ne dit pas les problèmes structurels lourds, les problèmes de gouvernance, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes démographiques qu'il y a sur le continent. D'accord. Et il faut toujours revenir justement à cette essence-là des questions africaines et ne pas forcément être dans la traque exogène qui est toujours à la remorque de ceux qui décident. Henri, le Parlement nigérien a autorisé le déploiement de Barkhane au Niger. Alors, avec l'expérience malienne, Paris ne devrait-il pas chercher une autre forme de coopération militaire avec des pays africains notamment? Ou alors la question du terrorisme justifie-t-elle une présence militaire continue dans la région? Bon, s'agissant du cas nigérien, c'est une réarticulation de Barkhane sur le territoire nigérien. Évidemment, il fallait au niveau du Niger qu'il y ait, au niveau de la déclaration de politique générale, une révision pour que cela puisse être acté. Et c'est une large majorité de députés qui l'a entériné. Le Niger est aussi en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme, avec, il faut bien le dire, une situation qui n'est pas du tout nouvelle, puisqu'il y a déjà des bases logistiques et de transit dans lesquelles opèrent des troupes d'élite européenne ou autres qui sont basées au Niger. La différence ici, en attendant bien évidemment le détail de l'accord d'engagement, c'est une possibilité pour l'armée nigérienne de bénéficier directement du soutien de Barkhane dans les opérations, notamment dans la zone dite des trois frontières, même si globalement la base Oualam où sera en fait déployée cette force Barkhane se trouve quand même à une petite centaine de kilomètres du territoire malien. Il fallait aussi pour la France sortir par le haut, c'est-à-dire quitter le Mali, mais en ayant tout de même une base de repli à partir de laquelle elle pourrait continuer à mener ces opérations. En tout cas, c'est une situation que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Ibrahim Kamara est en Guinée, à Conakry. Il nous dit « La France reste et demeure une grande nation, certes, mais elle doit revoir sa copie, surtout sa diplomatie vis-à-vis de l'Afrique, qui n'a toujours pas digéré sa colonisation ». Archiduc Théodore à N'Djamena écrit « Les relations entre l'Afrique et la France doivent se baser sur un système de partenariat gagnant-gagnant, que la France cesse de prendre les États de l'Afrique pour ses colonies, mais plutôt comme ses partenaires ». Alphonse Mbaki à Kinshasa, Macron, durant son second quinquennat, doit apporter une réforme majeure du franc CFA, souvent assimilée à une survivance coloniale. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Voilà, merci de nous retrouver pour cette seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Paris depuis notre studio sur place, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Toujours à Paris, via Skype, Elhaj Suleiman Gassama, connu sous le nom de Elgas. Vous êtes journaliste, sociologue et auteur. Et à Bruxelles, dans notre studio là-bas, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Alors, Nyagale, à côté de la présence militaire française, l'autre grand sujet, justement, c'est l'avenir du CFA. Macron et Ouattara de Côte d'Ivoire avaient annoncé en 2019 la fin du CFA et la naissance de l'ECO, qui est d'ailleurs un projet régional au-delà des pays du CFA. Comment voyez-vous l'avenir du CFA dans les relations entre l'Afrique francophone et la France? Alors, je pense que justement, cette réforme du franc CFA ne peut pas uniquement être interprétée dans l'unique cadre des relations entre la France et l'espace francophone, puisqu'en réalité, la réforme de cet instrument monétaire qui a été annoncé par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, précisément pour désamorcer les critiques de néocolonialisme, a été en réalité extrêmement mal perçue par les partenaires anglophones. Au sein de la CEDEAO notamment, un État comme le Nigeria et dans une moindre mesure un État comme le Ghana ont considéré que les francophones, avec l'appui de la France, s'appropriaient une réforme qui avait été pensée dans un cadre beaucoup plus collectif et beaucoup plus transversal. Ce projet d'ECO n'a pas pour origine cette annonce d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron. Et l'Afrique anglophone s'est aussi sentie dépossédée. Donc je pense que cela fait partie des erreurs qu'il va falloir corriger. Elgas, le CFA considéré comme un vestige de la France-Afrique, avec la centralisation de 50% des réserves des pays membres, la réforme, voire la fin du CFA, pourrait-elle aider à avoir une autre image de la France sur le continent? Alors, c'est un élément qui ne répondra pas forcément à toutes les questions, mais c'est un élément. Quand on fait des micro-trottoirs ou quand on fait des études sur le sentiment des populations en Afrique, c'est vrai que le franc CFA, la question du franc CFA est un catalyseur du rejet. Et on le voit d'ailleurs dans les réactions que vous avez diffusées à l'écran tout à l'heure. Il y a cette notion de colonisation, de nouvelle colonisation qui vient toujours sur la place. Pour avoir discuté avec un économiste sénégalais qui s'appelle Ndongo Sambasila, qui a écrit sur cette question-là et qui connaît très très bien la France-Afrique, c'est son objet. Il expliquait que la question de la monnaie, les toilettages administratifs, les nouvelles dénominations n'ont pas un écho très très profond dans la population et n'ont pas de sens forcément économique. Et il est important, sans doute, c'est un détail, c'est un débat technique, je crois, de revenir à cette essence. Une monnaie, c'est pas uniquement, c'est un fait social total, comme on dit. C'est que ça embrase, je veux dire, tous les segments de la société. Et donc, il est important de revenir sur cet aspect-là. Et je pense que dans les débats techniques qu'il y a, on n'inclut pas assez ce phénomène-là. Et c'est pourquoi c'est perçu encore, pas uniquement dans des sphères, on va dire, pas les moins, on va dire, au fait de la question, mais même dans les sphères d'économistes, on voit que ce débat chez Kako Nubouko, chez Moussa Dembélé, chez beaucoup de gens à qui cette question tient à cœur, on voit que cette rupture souhaitée est au cœur, je veux dire, des revendications. Moi, je n'ai pas forcément de bagage technique pour en juger, mais je pense que c'est important pour la souveraineté d'avoir un outil monétaire qui puisse permettre d'avoir des politiques souveraines et des politiques qui puissent être satisfaisantes pour les populations. Et Henri, pourquoi cette réforme du CFA traîne-t-elle et quel impact sa fin aura-t-elle dans les relations entre la France et l'Afrique? Alors, il faut d'abord rappeler que le projet de l'ECO remonte à 1983. Il n'a absolument rien à voir avec l'annonce qui a été faite le 21 décembre 2019 par Ouattara et Emmanuel Macron. Ensuite, il faut bien revenir sur
ce qui a motivé en fait cette annonce, le fait qu'il y ait effectivement des symboles qui pendant très longtemps ont mécontenté une partie des Africains. D'abord le nom bien évidemment, ensuite le fait qu'il fallait absolument que les 50% des réserves en devises soient déposées auprès du Trésor français, et puis surtout le fait qu'il y avait des représentants français au sein du conseil d'administration de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une situation sur laquelle il fallait absolument travailler pour, en tout cas, atténuer l'effet désastreux de la monnaie dans l'esprit de beaucoup d'Africains. Mais quand on regarde de très près cette réforme qui nous a été annoncée, on constate en réalité que ce qui va rester, c'est bien évidemment la parité ou le taux de change et le caractère convertible du franc CFA par rapport à l'euro. Alors, de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment dire que les choses auront énormément changé. Je vous donne juste un exemple très simple. Si dans la réforme, il est prévu effectivement la suppression des représentants français au sein du conseil d'administration, il y aura néanmoins une personne qualifiée, nommée, qui sera chargée en temps et en heure de vérifier les opérations de change et voir comment les choses se passent concrètement. Et puis la dernière chose la plus importante, cette fameuse garantie de convertibilité, ou cette garantie tout simplement, ce qui signifie en fait que tant que l'euro et le franc CFA auront destin commun, et lorsque le CFA continuera à pouvoir bénéficier du caractère convertible par rapport à l'euro, cette dépendance fera que le Trésor français aura toujours le dernier mot. Et ça, malheureusement, ça ne risque pas de changer. Alors, on a peut-être pas beaucoup de temps, mais Niagalé, pour vous, le second mandat de Macron, à quoi est-ce qu'il doit ressembler quand il parle de cette relation décomplexée? C'est précisément, à mon avis, le type de vocabulaire qu'il faudrait éviter d'employer. Je pense qu'il est absolument indispensable de mesurer la colère, l'exaspération qui est en train de se faire jour au sein des opinions publiques africaines. Je pense que cette virulence n'a d'équivalent que ce que l'on a pu voir, par exemple, en Côte d'Ivoire au début des années 2000, lors de l'intervention française sur le territoire du pays. Il est absolument indispensable que la France en prenne la mesure et non pas qu'elle estime qu'il s'agit de sentiments manipulés uniquement par des puissances extérieures. Il y a un vrai ressentiment aujourd'hui qui est en train s'enraciner dans les opinions publiques africaines contre la France, malheureusement. Elgas, 30 secondes, pour vous, une relation décomplexée, entre guillemets, c'est quoi pour le second mandat de Macron? Pour le coup, je vais plutôt inverser la perspective, parce que jusqu'à présent, on dit ce que Macron va faire, qu'est-ce que la France peut faire, mais qu'est-ce que les États africains peuvent faire, surtout? Je pense que c'est important. Voilà. Il faut peut-être mettre la focale là-dessus, inciter les États africains à être beaucoup plus performants, à être exigeants sur la bonne gouvernance et à pouvoir parler, je veux dire, à hauteur d'État avec des États potentiellement prédateurs. Et ça, on pourra en parler dans une autre émission. Absolument. Et Henri, rapidement, sur le même sujet. Nous avons deux Afriques aujourd'hui deux Afriques face à Macron, une Afrique avec une certaine servitude volontaire incarnée par certains États, et puis une Afrique aujourd'hui qui a besoin d'oxygène, de renouveau dans une relation, certes, je dirais, difficile avec la France, mais qui a besoin d'être respectée. D'accord. Merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent.